96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Mesdames et messieurs, vous êtes toujours en direct sur votre radio. Merci Gilda Sadjakoto, Udi Actu. Vous y êtes et nous y sommes, messieurs. Vendredi, nous recevons pour vous monsieur Kissi Jean, député à l'Assemblée nationale, également secrétaire national du CAR, Comité d'action pour le renouveau. Alors, monsieur Kissi Jean, bonjour. Bonjour Joachim, et comme de coutume, bonjour à la direction et à tout le personnel de Radio Victoire FM. Bonjour aussi à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Merci à vous également d'avoir accepté d'être des nôtres ce matin pour aider les Togolais à savoir ce que vous aviez encore fait au niveau du Parlement hier et également dans l'actualité politique, ce qu'il a lieu de retenir à l'issue donc de la rencontre que vous avez eue avec les deux facilitateurs, président Nana Akufo-Addo et le président, le professeur Alpha Condé. Alors, monsieur Kissi Jean, à l'Assemblée nationale hier, jeudi, les députés étaient très occupés. Dans un premier temps, c'est-à-dire dans la matinée, vous aviez débattu du statut particulier des enseignants. Est-ce que vous étiez parvenu à des résolutions, disons, à une fin concluante? Merci Joachim. C'est vrai que hier, on a eu une journée marathon très épuisante. Le matin, effectivement, jusqu'à 13h30, on avait pris la question du statut particulier des enseignants et l'après-midi, c'était les interpellations. Alors, au niveau du statut particulier des enseignants, il y a eu un problème, c'est-à-dire que l'exercice que nous avons fait hier, personne n'a compris le sens de l'exercice. C'est au cours de la séance que nous avons compris finalement qu'il y a en fait toute une confusion à ce sujet. Nous croyons que notre intervention en tant que député devait permettre d'améliorer le statut particulier des enseignants. Oui. Mais dans les réponses du gouvernement, on a cru comprendre que en fait, il n'est pas question de laisser les députés statut-là. Donc, au niveau du Conseil des ministres, de prendre ce statut et que ce n'est pas à nous, députés, de venir le modifier. Alors, s'il ne revient pas à nous, députés, de venir apporter notre contribution à améliorer ce statut-là, pourquoi on l'amène chez nous? Pour dire finalement... le texte est déposé sur la table des députés pour dire finalement que c'est nous qui l'avons accepté. C'est comme si les autres veulent s'en laver les mains, veulent se dédouaner en mettant tout sur la tête des députés, ce que moi et Mme Ameganvi, on a fortement dénoncé hier. Oui, mais quand même, au départ, le gouvernement et les syndicalistes se sont entendus et ils ont d'ailleurs paraphé un document il y a quelques mois. Oui, mais bizarrement, hier, il y avait encore plein d'objections au niveau des syndicats au document qu'ils ont paraphé. Alors, nous n'avons pas compris comment ils ont pris un document ensemble et puis ils ont dit qu'ils étaient satisfaits. Et c'est après maintenant qu'ils ont fait un certain nombre d'objections à ce document-là. Je ne sais pas ce qui se joue. Est-ce que devant le gouvernement, ils sont faibles en tant qu'employés et qu'ils pensent ne pas pouvoir aller au bout de leurs revendications, qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les appuyer? Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez par exemple que le point sur lequel nous étions hier, avant de suspendre la séance, concernait le fait qu'on voulait interdire aux enseignants de dire que un certain nombre de cours sont faits. Vous savez, pendant la période des grèves, les enseignants disent qu'un certain nombre de cours sont faits et on voulait interdire ça. On voulait interdire la solidarité syndicale dans ce texte-là. Pour moi, je l'avais dit hier, ce texte avait l'allure d'un texte corsé qu'on ne pouvait prendre que sous une dictature. Alors que tous les textes du BIT, etc. existent. Nous étions donc sur ce débat hier. Alors, la façon dont le texte a été présenté, on n'a pas fait comprendre dans le texte ou dans les explications que les enseignants, c'est à cause des précomptes qu'ils disent que les cours sont faits. Ce débat a été lancé hier et l'État a voulu faire une interdiction carrément sans en donner les justifications. Alors, le ministre lui-même a donné l'exemple hier en disant que si on prend la grève des cheminots en France, SNCF, par exemple, que les syndicats cotisent, c'est vrai que les syndicats ne cotisent pas ici. Quand vous avez le droit de grève, il faut commencer par impliquer les cotisations au niveau des syndicats. Les syndicats cotisent et quand ils font grève, on leur fait des précomptes. Et quand on leur fait des précomptes pendant cette période de grève, c'est avec leurs cotisations qu'ils payent finalement leurs agents pour le temps de grève respecté. Alors, ce que je lui ai répondu hier, c'est que
pendant la période où on n'a pas payé les syndicalistes, on a fait les précomptes et qu'ils ont payé par leurs propres cotisations, le travail qui n'a pas été fait pendant cette période-là, on ne leur demande pas après de venir faire ce travail. De reprendre ce travail. Tu comprends? Ça veut dire qu'on ne viendra pas mais demander... cet exemple, est-ce que cela sied? Parce que ici, nous sommes dans le secteur de l'éducation. Et on ne peut pas considérer que des cours antérieurs qui n'ont pas été faits pendant le temps de la grève, qu'on ne peut même plus reprendre ces cours, mais démarrer un nouveau chapitre, par exemple. Il y a des réglementations normales. Joachim, ce qu'on peut comprendre, c'est que quand vous faites grève, vous laissez une période. Oui. La façon dont les cours reprennent dépend aussi des conclusions des négociations. Vous comprenez? Oui. À partir du moment où vous avez une période de 8 mois de cours pendant l'année et que les enseignants ont grévé pendant 1 mois, ça veut dire que vous avez 7 mois de cours. Ça veut dire que si vous leur faites des précomptes et que les cours doivent être repris à partir d'une certaine date, ça veut dire que le 1 mois de cours là, il fallait l'envisager, le mettre dessus. Pour qu'ils reprennent au moment où ils reprennent, pour qu'ils reprennent à ce niveau, ils savent que dans la poursuite du programme, ils vont terminer en comptabilisant les 8 mois qu'ils ont. Vous comprenez? Et ça doit faire partie pour des que négociations. Tout le programme soit bouclé. Mais la règle est de manière générale. La règle est d'abord de manière générale avant de venir sur les cas particuliers. Par exemple, quand un ouvrier a 20 jours de travail, pendant lesquels il produit 20 000 sacs, s'il fait 5 jours de grève où vous ne voulez pas lui payer, alors les 5 000 sacs qu'il doit produire pendant ces 5 jours-là, à la fin du mois, vous ne pouvez pas dire qu'il doit produire 20 000 sacs. C'est impossible. C'est impossible, vous comprenez? La règle est générale. C'est impossible. Voilà. Maintenant, Mais quand ici... vous voulez que dans votre production annuelle, vous avez besoin de ces 5 000 sacs-là qui ont manqué de cet ouvrier, vous avez besoin de trouver un compromis avec lui pour qu'il trouve une prolongation sur le temps qui lui permet de produire ça. Sinon, le reste est impossible. C'est de là, on ne fait pas du miracle. Hein. Mais est-ce que vous avez pu faire comprendre au gouvernement hier qu'il ne devrait pas forcément, en tout cas forcer la main aux enseignants, mais ils doivent plutôt aller à un consensus, disons à un compromis? Je n'ai cessé de le marteler. Je n'ai cessé de le marteler, même à la sortie. Je l'ai encore dit au président de l'Assemblée nationale que le problème au Togo, c'est qu'on croit que nous, on est forts. On peut imposer ceci aux autres. Et les autres aussi, quand ils subissent, il arrive un moment où ils disent non. Vous savez, je ne sais plus quel auteur a écrit un livre disant « Un homme révolté ». Il dit tout simplement, l'homme révolté, c'est l'homme qui dit non. Il arrive un moment, aussi petit qu'il soit, quand vous abusez de quelqu'un, vous l'opprimez, il arrive un moment, il devient un homme révolté, et vous pouvez avoir la force que vous n'imaginez pas, il vous dira non. Et je crois que le Togo est arrivé en ce moment et le gouvernement doit en tenir compte. Ah bon? Ah ouais, mais tout à fait. Ah oui, mais quand même, est-ce que tout cela augure une très bonne rentrée l'année suivante? Moi, je pense que l'esprit des négociations tel que l'année s'est passée, et vu les problèmes qu'il y a eu, l'esprit de négociation, l'esprit de compromis doit guider tout le monde, en premier lieu ceux qui ont en charge la gestion du pays. En fait, c'est ça. C'est leur responsabilité. Parce que tout ce qui s'est passé au cours des années relève de leur responsabilité. Quand il y a un problème, il faut chercher celui qui est la cause du problème. Il ne faut pas aller traiter les conséquences du problème. On est un mauvais médecin. Il faut chercher la cause du problème. Et la cause du problème, c'est un gouvernement qui est empêtré dans la malgouvernance. C'est un gouvernement qui bouffe 26 milliards ici, qui fait des concessions de 200 milliards, 300 milliards à quelqu'un d'autre. On ne sait pas où cet argent passe pendant que des Togolais sont dans la misère. Mais Joachim, vous avez imaginé la misère ambiante dans laquelle les Togolais sont? Mais quand même, on dit que la pauvreté a régressé dans le pays de 1,6%. On en reparlera, mais parlant toujours de la rentrée, disons du cas des enseignants, les enseignants, eux aussi, ils avaient paraphé un document, mais maintenant reviennent et viennent maintenant remettre en cause ce document. Est-ce que on leur a forcé la main entre-temps? Oui, mais c'est les questions qu'on se pose, et c'est les questions qu'on va Non, mais comprendre. ils sont des responsables. Non, mais c'est les questions que nous cherchons à comprendre. Alors, apparemment, le document qu'ils ont adopté a encore des insuffisances. Est-ce qu'ils l'ont fait remarquer au gouvernement? Oui, mais je me rappelle bien qu'au cours de la séance de la signature donc du document récemment, j'étais présent. Alors, un des syndicalistes avait soulevé un problème. Mais le Premier ministre disait ce jour-là que ce n'est pas le moment de revenir sur le contenu du document puisque le document vous avait été remis et une commission y avait travaillé dans laquelle vous vous retrouviez. Oui, mais il faut que
le gouvernement nous situe sur la raison pour laquelle le document vient maintenant au niveau de l'Assemblée. Si on avait pu calmer les syndicalistes en disant que de toutes les façons, nous avons fait notre travail, ensemble nous retournerons devant l'Assemblée et nous apporterons un certain nombre de derniers aménagements, ça aurait pu calmer les journalistes. Mais alors, les syndicalistes. Mais alors, au moment où le document est venu à l'Assemblée, ils ne peuvent pas venir nous dire qu'il y a des séances d'explication, etc., mais que nous ne pouvons plus toucher de manière sensible à ce document-là. Dans ce sens-là, on vient nous perdre du temps à l'Assemblée. Vous savez, nous sommes 91. Oui. Vous perdez du temps, nous ne serons pas d'accord avec vous, parce que vous aussi, vous êtes l'émanation donc de ces enseignants. Vous êtes plutôt d'accord que nous utilisons notre droit et que nous touchons aux documents, c'est ça? Alors, vous pouvez toutefois apporter aujourd'hui, c'est comme si vous êtes un pont entre les deux. Oui, mais c'est pour ça. Vous devez concilier les deux bords. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut ouvrir le document, pour que nous puissions apporter notre contribution. Si en même temps on dit vous ne pouvez toucher à rien, mais en même temps on vient nous prendre 5 heures de temps, 10 heures de temps de travail, vous imaginez? Moi, j'ai tellement de charges sur la tête que quand je perds 1 heure, ce qui est perdu, c'est inimaginable. Alors qu'on ne vienne pas nous faire jouer au dindon de la farce. Ah voilà, qu'on ne vienne pas vous faire jouer au dindon de la farce. Alors, monsieur Kissi-Jean, vous et maître Isabelle Améganvi, au nom des députés de l'opposition, vous avez interpellé le gouvernement par rapport à une question d'actualité. En tout cas, ça concerne la mise en examen de Vincent Bolloré pour corruption d'agents publics et étrangers, complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux. Alors, et les Français accusaient donc l'industriel français disant qu'il a obtenu grâce à ses amitiés avec les présidents togolais et guinéens la gestion de 2 terminaux à conteneurs. Maintenant, vous avez interpellé le gouvernement et le ministre Nissao Nyonfam y était hier. Monsieur Kissi, dans votre document, vous aviez mis 4 points en exergue. D'abord, la nature et le contenu du contrat par lequel le groupe Bolloré a acquis le port de Lomé. Sur ce point, vous avez été satisfait hier, je pense? Non, pas du tout. Pas du tout, mais j'ai l'impression que le gouvernement est venu avec son arrogance habituelle, embarrassé parce que le dossier est tellement mal fichu qu'ils ne peuvent pas se défendre. Alors, ils sont venus, vous savez, moi, mon amertume pendant toute cette période, le travail qu'on a fait, et Dieu seul sait que pendant cette législature, vraiment, on a fait bouger les choses, c'est que nous nous retrouvons dans une situation où nous sommes appelés à tuer un serpent avec une brindille de balai. Voilà, voilà la situation dans laquelle nous retrouvons. Le pouvoir judiciaire n'est pas totalement libre comme il le faut. Nous avons la majorité est du côté de mécanique, est du côté de ceux qui gouvernent. Le gouvernement est là et voulait faire croire que c'était la seule réalité dans le pays. Voilà, dans ces conditions-là, un petit député minoritaire sans aucun pouvoir de coercition réel dans les lois du pays, c'est difficile. C'est vraiment pénible notre rôle. Oui, mais quand même, de député à vous arrivez nationale. à braver tout ça pour les interpeller tout de même. Ça veut dire que ce que nous faisons déjà relève du miracle. Mais alors, hier, ce que nous avons vécu, franchement, ressemble à une fuite de responsabilité inqualifiable. Ce que nous avons vécu hier avec la présence du gouvernement. D'abord, la première marche de défense que le gouvernement dit, c'est que c'est une affaire franco-française et que le gouvernement n'a pas à en tout cas, le Togo n'est pas concerné et n'a pas opiné sur cela. Oui. Mais alors, une affaire franco-française qui se passe où? Au port de Bordeaux? Au port de Marseille? Ou où? À partir du moment où le port de Lomé est dedans, les Togolais sont concernés. Ça, c'est mathématique. À partir du moment où le Togo est dedans, les Togolais sont concernés. À partir du moment où le port de Conakry est dedans, les Guinéens sont concernés. La preuve, c'est que lorsque cette affaire s'est produite, tous les médias internationaux ont dit le gouvernement guinéen a réagi, alors que au niveau du gouvernement togolais, c'est bouche cousue. Voilà comment on met en forme les questions de responsabilité. Oui, mais le ministre a nuancé en disant quand même que la justice française n'aurait pas saisi le Togo. Mais ça n'a par rapport à cette affaire. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'affaire concerne le port du Togo, le port de Lomé.
l'affaire, c'est une affaire de malgouvernance. À partir de ce moment, les Togolais sont concernés par cette affaire. Mais au demeurant... Oui, le contrat. Au demeurant, dans l'interpellation que Mme Ameganvi a envoyée à la suite de la mienne, Oui. elle a dit, et je l'apprenais, que c'était déjà le 24 mai 2016 que M. Jean-Pierre Fabre, député, Oui. avait demandé copie des contrats de concession Oui. à Bolloré Africa Logistique. Justement. Ça veut dire que, avant même que la justice française ne se saisisse de ce dossier, l'Assemblée nationale, un député de l'Assemblée nationale a usé de son droit de contrôle de l'action gouvernementale. Encore chef de file de l'opposition. Et que le pouvoir n'a pas répondu du tout. Voilà, donc nous avons commencé depuis. À partir de ce moment-là, le ministre n'est plus en droit de venir nous évoquer l'affaire française. Premier élément. Deuxième élément, retournez dans nos documents et dans les presses. Nous appelons ça question d'actualité. Question d'actualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des faits graves qui sont brûlants dans l'actualité, notamment dans les médias. Et quand vous retournez dans l'actualité, j'ai bien précisé ça dans mon dossier. On dit la personne est mise en cause pour corruption d'agents publics étrangers. Et on dit l'étranger, là, c'est Lomé. Nous sommes concernés. Lomé est cité. Voilà. Complicité d'abus de confiance, faux et usage de faux, où il est notamment accusé d'avoir, et là c'est une citation de l'actualité, obtenu grâce à ses amitiés avec des présidents togolais et guinéens, la gestion des 2 terminaux à conteneurs. Voilà. Voilà. Et le journal Le Monde cite, sans que ce ne soit lié au dossier, ce ne soit copié dans le dossier d'accusation, le journal Le Monde mentionne que les documents saisis dessinent un système reposant dans la pure tradition france-africaine sur un cocktail suspect de conseils politiques, d'intérêts économiques et de prévarication. Reprenez encore, dans la pure tradition france-africaine, sur un cocktail suspect de conseils politiques, d'intérêts économiques et de prévarication. C'est totalement politique. C'est un dossier totalement politique où les politiques doivent être impliqués pour que la lumière soit faite pour toutes les populations concernées, pour toutes les populations qui ont été exploitées et spoliées dans cette affaire. De quoi parle M. le ministre? J'ai l'impression que M. le ministre n'a pas lu ces documents-là avant de venir répondre. Je me demande... Pourquoi dites-vous cela? Mais puisque l'affaire est là, vous avez les faits devant vous. Alors, est-ce que lorsque nous avons posé la question au ministre, normalement une question d'actualité ne devait pas durer au-delà d'une semaine. J'ai posé ma question le 2 mai 2018. Je retourne, Mme Isabelle Ameganvi a posé sa question le 9 mai 2018. Ouais. On est quand hier, quand l'affaire a été portée, le 28 juin 2018. Disons plus d'1 mois. Alors que dans les autres pays, les ministres ont une semaine pour réfléchir à la question, il a eu plus de 1 mois et demi pour réfléchir à la question. Oui, mais est-ce qu'il y a une disposition qui impose, est-ce qu'il y a une disposition légale qui impose à l'État, disons au gouvernement, de venir s'expliquer dans un délai record? En principe, les questions d'actualité, si vous fouillez notre règlement intérieur, c'est dans la semaine qui suit. La question est prise avant la prochaine séance qui vient dans la semaine qui suit. J'ai amené le règlement intérieur la dernière fois, je vous l'ai lu, mais souvent, nos questions d'actualité, vous vous souvenez? Alors, maintenant, par rapport aux questions que vous avez soulevées, alors, vous avez dit la nature et le contenu du contrat. Est-ce qu'un contrat a été signé en bonne et due forme avec le groupe Bolloré au Togo? Nous n'avons rien vu, ni la nature, ni le contenu d'un certain contrat. Il nous a seulement dit que hier, et vos journalistes ont bien suivi, que ces concessions ont été accordées en 2001 et en 2003. Et que ça a été fait par une convention modifiée le 24 mai 2010. Voilà tout ce qu'il nous a dit. Alors, l'affaire qui est citée par les journaux, cette affaire date effectivement de 2010. Donc, il s'agit de la modification de la convention en 2010. Mais, en 2010, là déjà, il y avait la loi sur les marchés publics. Oui. La loi sur les marchés publics a été prise en 2009 et mise en application déjà en 2010. La RMP. Voilà. Ça veut dire que lorsque déjà en 2010, une concession ou une modification de concession doit être faite, ou des investissements doivent dépasser un certain montant, ces investissements doivent suivre les règles de passation des marchés. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils disent que non, il y a un contrat. Lorsqu'il y a un contrat et arrivé à un moment où on veut modifier le contrat, on fait un avenant. On fait un avenant de 150 milliards.
D'abord, on ne sait pas si c'est 150 milliards. Parce que tout ce que nous avons lu dans les médias, tout ce qu'eux-mêmes ils ont déclaré à l'inauguration du 3e quai, ils avaient dit que Vincent Bolloré met 300 milliards. Nous allons rechercher les journaux. Cette affaire n'est pas terminée, puisque nous avons déposé une résolution pour une commission d'enquête. Ça veut dire qu'à la suite des interpellations, nous devons poursuivre le dossier pour qu'une commission d'enquête soit mise en place pour étudier cette question-là. Alors, voilà. Donc, le dossier n'est pas fini. À ce niveau-là, vous, les journalistes aussi, vous devez continuer par travailler parce que les grandes affaires, comme Watergate, etc., qu'on a eu dans les autres pays, c'est les journalistes qui ont travaillé, c'est les journalistes d'investigation qui ont travaillé sur les dossiers. Même Panama Papers, ce sont les journalistes. Alors, si tel est le cas globalement, monsieur Kissi, vous n'avez pas, visiblement, vous n'avez pas été satisfait des réponses fournies par le représentant du gouvernement hier à l'Assemblée nationale? Non, pas du tout. Il n'a même pas donné de réponse. Il est venu nous snober. Moi, je vois aucune réponse que les Togolais réclament. Ce que les Togolais auraient dû savoir à travers l'interpellation hier, je n'ai vu aucune réponse là-dedans. Le ministre avait laissé entendre dans son interview que au niveau du journal officiel, appel d'offres à l'époque, que c'est la loi, telle que vous l'avez dit, la loi sur le marché public n'était pas encore votée, mais tout a été fait dans les règles de l'art. Et puis, il a dit, cette société emploie des Togolais et il leur paye. Et puis, la société paye à hauteur de 14 milliards de redevances et puis un certain nombre de milliards comme impôts également à l'État togolais. Oui, effectivement. Et c'est là où nous avons tout notre droit d'exercer. Le contrôle se fait en disant, tous ces chiffres dont le ministre a parlé, nous retrouvons ces chiffres où? Le ministre a le devoir de nous produire non seulement ces chiffres, mais de nous produire exactement les documents et les rubriques où nous pouvons retrouver ces chiffres. Effectivement, le député Ourakpo lui demandait hier, parce qu'à ma question, il répondait que le groupe Bolloré a versé 14 milliards de francs CFA au Trésor. Et qu'il a versé 84 milliards de redevances. Attendez là. Le port togolais, l'État togolais est le seul actionnaire du port. C'est un port togolais. Alors, on a concédé toutes les activités et la majeure partie des activités du port sont consacrées entre les mains d'une personne. Et on dit que cette société, cette personne morale, paie 84 milliards de redevances. Quand nous étudions les budgets toutes les années, et ça fait l'objet des problèmes que nous connaissons, on dit que quand on demande quelle contribution le port peut donner au budget togolais, ils disent autour de 1 milliard, 1,5 milliard. On fait l'effort pour les amener à 2 milliards, on n'y arrive pas. Alors qu'on voit ici qu'on leur paie des redevances de 84 milliards. Et c'est lui-même qui l'a dit. Et c'est lui-même qui l'a dit. Mais on est où là? Oui, mais maintenant, les 84 milliards de redevances, les traces, vous ne leur avez pas posé la question? Oui, mais on lui a posé la question, il a dit, on n'a qu'à aller voir dans les bilans de la société, on n'a qu'à aller voir dans les bilans du port. Oui, mais si ça doit être dans le bilan de la société ou dans le bilan du port autonome de Lomé, est-ce que les traces ne peuvent pas être visibles dans le budget national? Normalement, c'est ce que nous demandions. Mais au demeurant, le ministre est obligé de nous fournir ces chiffres parce que, à l'Assemblée nationale, suivant les lois et le règlement intérieur que nous avons tout à l'heure, on ne peut pas interpeller le DG du port. Nous, les députés, nous n'avons le droit que d'interpeller le Premier ministre et les ministres. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement. À partir de ce moment, lorsque nous demandons un certain nombre d'éléments, c'est les ministres qui doivent aller rassembler ces éléments-là au niveau de ces administrations qu'ils supervisent, qu'ils dirigent, et doivent venir nous le donner. Il ne peut pas venir nous dire, et c'est ça là où je vous dis, que c'est parce que nous n'avons pas de pouvoir de coercition. Vous imaginez à l'Assemblée nationale anglaise, un ministre va dire, vous-même, allez fouiller les bilans. Mais ce jour-là, il tombe. Parce que, à l'Assemblée, les députés anglais ont le pouvoir, non seulement de faire tomber le gouvernement, mais de faire tomber chaque ministre un à un. Mais voilà. Donc, visiblement, dans cette affaire, vous n'avez pas du tout été convaincu des réponses données par le ministre hier. C'est-à-dire, ce qui s'est passé hier, c'est ce qu'on dit, coq-ban chez nous, là. Non, mais laissez tomber, toi. Il faut changer le... On marque la pause, messieurs et dames, et on revient tout de suite pour les actualités politiques. Audi Actu. Audi Actu, toute information en temps réel sur les 96.3 Victoire FM. Retour donc en studio avec notre invité, le député Kissi Jean. Messieurs et dames, ce matin, nous parlons bien sûr d'un principal sujet d'actualité dans le pays. Monsieur Kissi, vous étiez donc dans la salle au moment où la coalition et le parti au pouvoir rencontraient les deux facilitateurs la dernière fois, mais le communiqué final n'a semblé donner la victoire de un camp sur l'autre.
Oui, effectivement, vous avez raison. En fait, ce qui s'est passé la dernière fois, pour prendre la question de façon schématique, pour les Togolais de l'intérieur du pays, nous aussi, et puis de la diaspora, c'est que il y a eu la cérémonie d'ouverture. Après la cérémonie d'ouverture, ils nous ont demandé de sortir. Ils ont pris la délégation du pouvoir et quelque temps après, environ 1 heure après, ils ont demandé à nous recevoir. Donc, nous avons été reçus et ils ont demandé quelles sont nos propositions, des précisions sur un certain nombre de propositions que nous avons déjà exposées et si les positions ont un peu évolué et comment nous pensons qu'on peut parvenir à une sortie de crise. Alors, nous avons réitéré nos positions au niveau des réformes constitutionnelles, au niveau des réformes institutionnelles, au niveau de l'amélioration du cadre électoral, mais nous avons surtout mis l'accent, surtout que le président Alpha Condé était là. Vous vous souvenez que c'était lui qui était en plus chargé avant des mesures d'apaisement. Nous avions profité de sa présence pour lui dire il y a les conditions de réussite d'un dialogue. Oui. Les conditions de réussite des dialogues, c'est de créer des conditions pour que tout le monde puisse discuter, que les questions qui sont urgentes, que les questions de crispation, que les questions de crainte, les questions d'inquiétude soient enlevées pour que les gens puissent discuter aisément sur les questions de fond. Alors nous avons mis un accent sur ces questions-là qui constituent la libération des prisonniers que le gouvernement a promis depuis et qui n'a pas fait en totalité. Non seulement il n'a pas fait en totalité, mais on a continué à ajouter d'autres personnes dans d'autres manifestations qui ont suivi. Rafles, ou bien d'autres manifestations. Il y a eu la question des manifestations et l'usage abusif que le pouvoir faisait du communiqué des représentants des facilitateurs et puis ce qui est fait comme état de siège au niveau des villes de Mango, etc. Et la question des informations que nous continuons d'avoir malgré les promesses sur la poursuite de l'organisation donc des élections. Voilà et cette information, Madame Adjamagbo disait hier, la coordinatrice de la C14 disait hier que selon les informations, c'est comme si le pouvoir organiserait discrètement le scrutin. Voilà, avec le groupe ZTS. C'est ce que j'ai dit, que nous avions des informations disant que malgré le fait que la CENI a cessé de travailler au niveau des techniciens, que le gouvernement a continué en sourdine la préparation des élections en violation des promesses qu'il avait faites au niveau des autres séances du dialogue. Donc, nous avons rajouté ces questions-là aux questions de fond. Et quand nous aussi nous avons exposé nos positions, oui. Les facilitateurs, c'est le président de la commission, de la CEDEAO, M. Brou, ensemble, ils se sont retirés pour examiner les positions que nous leur avons soumises. Voilà. Et alors. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas eu de confrontation entre le parti au pouvoir et la coalition? Non. Devant les facilitateurs? Non, il n'y a pas eu de dialogue direct entre nous. Il n'y a pas eu d'échange du tout entre nous. En tout cas, toute la journée, il n'y a pas eu d'échange entre nous. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce que les facilitateurs ont décidé. Je ne sais pas pourquoi ils font comme ça. Vous savez que c'est une question que nous avions soulevée, par exemple, au niveau du CAR, que nous avions soumis à réflexion. Parce que nous ne connaissions pas de dialogue où les protagonistes ne parlent pas entre eux. Oui. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Depuis les 3 derniers rounds avant le 4e, la dernière fois, vous n'étiez jamais en face du camp, c'est-à-dire de vos adversaires politiques, pour essayer de parler entre vous devant les facilitateurs? Non, ça n'a jamais eu lieu. On n'a jamais en discussion directe essayé d'évoluer sur les positions. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez suivi RFI hier matin, RFI a précisé dialogue indirect. Ils ont dit exactement, le Français qui a présenté la chose a dit indirect. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'organise comme ça. Je ne sais pas à quel résultat nous pouvons aboutir lorsqu'il y a des protagonistes qui ne se voient pas pour faire du corps à corps. Je dis, un dialogue, c'est d'abord du corps à corps. Mais bon, laissons passer. Ce n'est pas l'objet, en fait, de mon invitation ce matin. Donc, après nous avoir écoutés, ils se sont retrouvés pour travailler seuls.
Et à un certain moment, nous avons été réinvités dans la salle. Donc, au moment où nous étions dans la salle, nous, la délégation du pouvoir n'était pas encore arrivée. On était venu nous signaler que ça pouvait encore durer un peu parce que les facilitateurs vont recevoir le président de la République au niveau des réflexions qu'ils sont en train de faire. Donc, le premier passage du chef de l'État, Faure Gnassingbé, en accompagnant le président guinéen, en dehors de ça, le chef de l'État a été invité à nouveau par ses pairs. C'est ce que nous avions compris, c'est ce qu'on nous a dit et c'est pour ça que nous devions attendre pendant encore un certain temps. Alors, après toutes ces séances-là, on a attendu, c'est autour de 19h, si je ne me trompe, 18h45, que finalement ils sont revenus et ils ont rassemblé les deux délégations dans la même forme que la cérémonie d'ouverture. C'est pas pour que nous puissions discuter, nous puissions faire du face-à-face, non. Dans la même forme que la cérémonie d'ouverture. Et ils nous ont dit, voilà, ils ont réfléchi, ils ont discuté et ils sont parvenus à ceci. Sur les questions urgentes, qui ne peuvent pas attendre, ils ont trouvé un certain nombre de décisions qu'ils vont nous présenter. Mais sur les questions de fond, notamment la sortie de crise elle-même, ils ont été mandatés par la CEDEAO. Ils sont obligés d'aller faire le rapport à la CEDEAO et que la CEDEAO leur donne des instructions sur les dispositions à suivre. Et après, ils viendront donc nous dire quelle est la ligne à suivre pour pouvoir aboutir à une solution consensuelle, à une feuille de route consensuelle pour la crise. Voilà un peu comment ça s'est passé. Et donc, au niveau des questions urgentes qu'ils ont dû avoir pu résoudre immédiatement, il y avait la question de la libération des détenus, la question de la garantie de la liberté de manifester et la sécurité de tous les citoyens sur toute l'étendue du territoire national, et la demande que ça soit étendu à tout l'ensemble du pays. Donc ils voulaient entendre par là à Tchamba, à Sokodé, à Mango et à Bafilo. Donc, et puis la suspension de la préparation des élections jusqu'à ce que nous trouvions un consensus au niveau du dialogue. Voilà. Mais il n'est pas dit comme cela dans le texte, jusqu'à ce que vous trouviez un consensus. Mais ils ont dit qu'il serait souhaitable. C'est voilà. Ça. Et donc ils ont ajouté qu'il serait souhaitable qu'on puisse organiser les élections d'ici fin novembre. Alors c'est sur ça que nous avons ouvert le débat avec eux. Nous avons ouvert le débat avec eux et ils ont dit que fin novembre, qu'ils disent, c'est une date indicative. Et c'est à ce moment-là où on a renvoyé encore les journalistes Manu Militari. Oui, exactement. Effectivement, on vous avait appelé pour vous présenter le communiqué. Mais lorsque on est venu pour soumettre le communiqué, ils ne nous ont pas appelés pour qu'on travaille sur le communiqué ensemble. Ils ont rédigé le communiqué dans leur concertation et ils sont venus pour nous le proposer. Voilà les inconvénients d'un dialogue indirect. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les Togolais pensent que c'est nous qui sommes allés signer quelque chose ou que c'est nous qui sommes allés débattre d'un texte et aménager un texte. Non, ils se sont retrouvés entre eux parce qu'il n'y a pas de dialogue direct. Donc ça veut dire que le communiqué final, est-ce un accord auquel vous êtes parvenu? Est-ce un document juridique? Bon, quelle est la nature alors de la déclaration? Le communiqué final apparaît comme le résultat du travail que les facilitateurs et le président de la commission ont fait. Retenez ça comme ça. Le communiqué final apparaît comme le résultat du travail que les facilitateurs et le président de la commission ont fait pendant la journée. Donc, ce n'est pas un communiqué qui a été amendé par nous, un accord, non, pas du tout. Cela reste un communiqué. Oui, voilà mais maintenant, et quand le communiqué avait été présenté, on vous avait vu le ministre Bara vous demander d'applaudir au moins, mais vous étiez pas exécuté. Ouais, mais je sais pas pourquoi nous devrons applaudir, parce que les Togolais n'attendent pas tout simplement que les prisonniers soient libérés ou qu'on étende le droit de manifester sur toute l'étendue du territoire. C'est vrai que c'est une victoire, mais c'est-à-dire que le problème essentiel, il ne faut pas laisser la proie pour l'homme. C'est-à-dire que les questions des mesures d'accompagnement est une question qui est venue se greffer sur les revendications principales. Le jour où les revendications principales seront résolues, ce jour-là, nous aurons
là, en tant que politique, nous aurons le droit de pouvoir applaudir. Mais à partir du moment où c'est les subsidiaires que le gouvernement est venu ajouter à ce qui s'est passé, qu'on a essayé de résoudre, et qu'il y avait un certain nombre, une petite question de compréhension sur une question, nous devons applaudir. Pourquoi? Et voilà, le ministre Gilbert Barra, dans sa déclaration à la presse, a dit que oui, le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour que les élections se tiennent tel que recommandé dans le communiqué final d'ici fin novembre. Mais la coalition en conférence de presse hier a rejeté catégoriquement cette notion d'aller aux élections en fin novembre, puisque selon Mme Djambo, les 4 mois ne suffiront pas. Jean-Pierre Fabre également l'a martelé. Non, d'abord, le texte est clair. Le texte a dit qu'il est souhaitable. Alors, nous parlons français. Hein. Le texte a dit qu'il est souhaitable. 1. 2. Les explications que le président Alpha Condé et le président Nana ont données, les explications sont claires. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire tout ce travail-là et retourner chez leur père sans dire qu'ils ont donné une date indicative. Voilà. Et ils ont précisé que c'est une date indicative. Le président Alpha Condé a ajouté un truc dans la salle qu'il faut quand même rappeler au Togolais. En la présence de la coalition seule? En la présence de tous, de la coalition, du Premier ministre, du président de l'Assemblée. Nous vous écoutons. Le président Alpha Condé a ajouté: vous avez vu comparer votre situation à ce qui se passe au Congo démocratique, dont il voulait parler du Zaïre. Que vous n'avez pas vu que les accords de la Saint-Sylvestre ont dit que les élections doivent se tenir au plus tard en décembre 2017. Oui. Mais que nous sommes en juin 2018 et que les élections ne sont pas encore tenues. Que c'est ce qu'on appelle date indicative. Que nous devons retenir. Que à partir du moment où l'accord est signé, où le consensus est trouvé, c'est son expression, où le consensus est trouvé, toutes les tâches imprescriptibles pour la tenue d'une élection doivent être accomplies. Si ces tâches-là ne sont pas accomplies avant cette période-là, naturellement que la période doit être fixée par rapport à la date où les tâches sont accomplies. À partir de ce moment, nous sommes satisfaits. Le peuple togolais doit le tenir pour dit, et c'est sur ça que le peuple togolais va travailler. Oui, mais quand même, si le gouvernement dit que toujours sur la base, ou bien sur référence, ce communiqué dit que bon, allons aux élections et vous demande de venir déposer vos candidatures, etc., tel que ça se fait. Quelle sera votre conduite? Mais naturellement que ce sera un refus. Pourquoi ils vont expliquer une date indicative? Il est souhaitable, ils vont le prendre pour une décision. D'accord. Naturellement que nous... Et puis d'ici là, il y aura le sommet du 31 juillet de la CEDEAO qui va repréciser les choses. Alors, les Togolais dans leur mentalité... La conférence des chefs d'État dira quelque chose de contraire à ce qui est en train d'être signalé dans ces communiqués. La conférence des chefs d'État a dit qu'ils vont proposer... Okay. Monsieur Komi, bonjour. Monsieur José, bonjour. Oui. Comment vous allez? Oui, bien. Vous voyez à quel point la crise de confiance entre Togolais est avérée, que 2 présidents de leurs pays respectifs prennent l'avion juste pour venir signer un communiqué qui dit de libérer les détenus. C'est ça. Et quand vous continuez, ça fait la honte nationale. Est-ce que nos dirigeants ne peuvent pas devancer et donner à nous les Togolais ce que nous devons faire entre nous-mêmes? Ma question aux députés est de savoir, à ce jour, comme on n'arrive pas à se parler, est-ce qu'ils ne faillent pas organiser, ils n'ont qu'à initier dans les quartiers, on va faire des débats ouverts sur nos places publiques avec les chefs, sur des radios. Et comme vous l'aviez invité ce matin, il ne devait pas venir seul. Il peut être là avec un autre opposant. Comme ça, on discute entre nous. Pas un autre opposant, mais le camp d'en face aussi. Justement. Et nos tentatives ont été vaines. Ça, je dois le signaler tout de suite. Les attaques des années coloniales, où on prend le bâton, où on ouvre le fusil, c'est fini. C'est aberrant, quoi. La terminologie, en tout cas votre phrase finale, nous ne sommes pas d'accord sur cette position. Kokou, bonjour. Kokou, bonjour. Monsieur Jachin. Oui, nous écoutons Kokou. Je salue notre invité, monsieur Jean-Pissi. J'ai pas bien saisi? Je salue notre invité, monsieur Jean-Pissi. D'accord. Merci à vous. Monsieur Jean-Pissi, les députés ont pour rôle de légiférer des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Voilà. Il y a un bon moment maintenant, on va de projet en projet, NAFA, FNFI, contour global. Surtout pour contour global, on nous a dit que le Togo aura de l'énergie jusqu'à vendre de l'énergie à d'autres pays.
Maintenant, c'est un nouveau programme d'électrification qui est encore lancé la dernière fois. Où est-ce que les pays que le Togo accueille, où est-ce qu'on les exécute vraiment? Et que chaque fois on nous dit que la pauvreté diminue de 1%. Or, on a beaucoup de projets qui sont mis en œuvre. Où est-ce qu'on les exécute? D'accord. Merci. Et le dernier intervenant, c'est M. Komlanvi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui, hier, le communiqué de la CEDEAO disait qu'ils ne sont pas venus pour nous donner les leçons. Oui. Ils ne nous donnent pas raison. Parce qu'au début de cette crise, nous avons dit que d'accepter la main tendue du pouvoir pour, entre eux, discuter. Ce qui peut s'entendre et ce qui est bloqué, on peut aller chercher ça peut-être avec les facteurs. Ils ont refusé qu'ils n'ont pas foi au parti de pouvoir, ils ne peuvent pas discuter avec eux. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est disposé à nous donner des ordres bien indiqués. Ils sont là pour nous écouter. Ils ne trouvent pas maintenant que c'est temps perdu. Voilà. Merci, Monsieur Komlanvi, pour votre intervention. Alors, Monsieur Kissi-Jean, vous les avez écoutés, mais Monsieur Komlanvi trouve que, est-ce que vous ne voyez pas que c'était du temps perdu, tout ça, puisque vous auriez pu accepter la main tendue du pouvoir en place afin de pouvoir discuter entre vous, faire les discussions directes? Nous n'avions jamais refusé ça. Il dit que nous avions dit que nous n'avons pas foi au parti au pouvoir, donc nous ne pouvons pas discuter avec eux. Je crois que c'est totalement faux. Moi, j'ai toujours dit que quand je vais en politique, ce n'est pas l'église Saint-Antoine de Padoue, ce n'est pas une question, vous croyez, vous avez la foi, je vous ai répété ça souvent ici. Nous sommes décidés à discuter. Alors, suivons le fil, nous n'avons pas assez de temps, mais je vous dirai brièvement que c'est le pouvoir qui est allé chercher l'appui international pour le dialogue au moment où ils étaient en difficulté. Au moment où la communauté internationale, à la conférence de Niamey, a dit que la CEDEAO peut s'impliquer dans le dossier, ils sont revenus pour nous dire qu'ils ont initié un dialogue parallèle. C'est ce que nous avions refusé. Mais s'ils se sont situés dans le cadre du dialogue qu'eux-mêmes, ils ont situé à partir du sommet de Niamey, pour dire, au sein de ce dialogue, en présence des facilitateurs, il faut que les Togolais discutent, nous n'aurons jamais refusé. Franchement, la faute n'est pas à nous. Mais la preuve, c'est qu'au comité préparatoire, nous avons discuté. Ils étaient 5, nous étions 3. De manière directe. Oui, mais nous étions parvenus et quand nous avons fini au comité préparatoire, tout le monde a applaudi. Les Togolais ont poussé un ouf. Et puis après, tout est parti en l'air parce qu'on n'a plus voulu que nous nous retrouvions face à face. Si nous avions accepté d'aller au comité préparatoire, ils ne peuvent pas dire que quand le dialogue même que les Anglais appellent main dialogue a été ouvert, que c'est nous qui avons refusé, que nous ne voulons plus faire du face-à-face avec le pouvoir parce que nous n'avons pas foi en eux. Non, ça c'est totalement... oui, mais est-ce que cette crise de confiance pourrait être dissipée un jour? Moi je souhaite, parce que pour moi-même, il faut le dire, c'est une honte que vous soyez dans un pays et que vous ne soyez pas en mesure de discuter entre vous et que c'est des chefs d'État étrangers qui viennent juste pour dire libérer les prisonniers. Moi aussi, en tant que Togolais, j'ai une fierté que je ne peux pas accepter que ce soit cette image. Et l'auditeur propose des débats directs dans les quartiers? Ah ouais, mais si le pouvoir est ouvert à des discussions, je ne crois pas que c'est l'opposition qui serait fermée à des discussions. Et Kokou lui dit, vous êtes appelé à contrôler l'action du gouvernement. Contour Global est venu, on nous a dit que cette institution américaine, bon, en tout cas implantée par les Américains, par les institutions, mais oui, cette entreprise, qu'ils pourraient même vendre de l'énergie à d'autres pays. Mais aujourd'hui, c'est d'autres mécanismes qu'on met en place pour produire l'électricité au Togo. Contour Global est un gouffre financier, c'est la seule réponse que je peux donner et le gouvernement l'a reconnu lors d'un examen budgétaire. Contour Global est un gouffre financier pour le Togo. Voilà. Monsieur Kissi, votre mot de la fin. Non, c'est pour dire que les Togolais, qu'on ne s'asseye pas sur la victoire que nous avons obtenue le 27. Parce que c'est le subsidiaire ça. L'essentiel, c'est la sortie de crise. Et qu'il faut que les Togolais demeurent mobilisés et surveillent ce pouvoir-là jusqu'à ce qu'on puisse aboutir à la victoire finale. On leur a révélé au niveau du pouvoir, je continue de le répéter, que la fin est proche. Les gens qu'eux-mêmes consultent leur ont dit que la fin est proche. Donc, c'est à nous d'agir maintenant pour que cette sortie de crise soit une sortie de crise qui puisse profiter à tous les Togolais. À tous les Togolais, véritablement dans la paix surtout et la sérénité. Messieurs et dames, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous qui nous avez reçus chez vous. Jacob Ahama, oui, déjà en studio. Oui, il va prendre le relais tout de suite dans quelques minutes. Et ce sera pour le journal en éveil. Haïté Messa, merci à vous. Merci Romuald. Et merci à tous ceux qui, du côté de la réalisation, nous ont aidés à ce que cette émission ait lieu. Bonne journée à toutes et à tous.
Victoire. Radio Victoire sur le net via les www.radiovictoire.fm.